Bonjour à tous, bienvenue donc à cette petite présentation de ce soir. On est là pour une grosse heure et demie, je pense. Alors vous pouvez partir, venir, faites comme voilà, en fonction de vos disponibilités. Comme je vous ai dit, ce sera mis à disposition si vous voulez revoir ça un petit peu plus tard. Alors, l'enquête Hérisson, déjà, de quoi on va parler? La présentation sera faite de cette manière-là. Donc, en gros, je vous présenterai pourquoi on s'est lancé là-dedans, qu'est-ce qui a fait que la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, s'est lancée sur le hérisson. Je vous présenterai le protocole de l'enquête, le matériel dont vous avez besoin si vous voulez y prendre part, et on fera un tout petit point sur le site de saisie, mais on ne s'attardera pas trop dessus. Et bien sûr, je répondrai à toutes les questions à différents moments. Alors, pour vous resituer tout ça, donc la LPO, elle a décidé de mettre à l'honneur chaque année une espèce différente. Et l'année dernière, c'était le hérisson. Donc, on a décidé de s'y intéresser. Globalement parce que pour différentes raisons. Parce que le hérisson, c'est un animal qui est largement connu par le public. Il est apprécié par tout le monde. Généralement, il a un fort capital sympathie, même auprès des enfants. Il est présent partout, à quelques exceptions près en France, notamment en altitude où il n'est pas là. Et c'est une espèce qui nous permet d'aborder toutes les thématiques de la conservation parce que c'est une espèce qui est soumise à des problèmes de disparition d'habitat, de fragmentation d'habitat, de régression de la ressource alimentaire, d'empoisonnement, de collision routière. Malheureusement, il est soumis à beaucoup de problèmes et du coup, ça nous permet d'aborder tous ces problèmes en se focalisant sur le hérisson. Donc, juste pour information, Laurette, donc, qui est là, vous mettra tout plein de liens dans le chat si vous voulez aller voir différentes ressources qui ont été mises en place sur le hérisson, notamment parce que, comme je vous ai dit, on n'aura pas le temps de les aborder ce soir. Il y a un guide qui a été mis en place dans lequel vous pourrez trouver plein de réponses à vos questions sur qu'est-ce que je fais si je trouve un hérisson, comment je peux aménager mon jardin pour aider les hérissons. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Et si vous voulez être tenu informé de ce qui se passe au sein de l'enquête, mais aussi du hérisson en général, il y a une newsletter qui existe et qui est envoyée aux personnes abonnées tous les 2 mois. Donc on va vous mettre tous les liens dans le chat et vous pourrez vous pourrez vous y abonner si vous le souhaitez. Voilà, alors pourquoi on s'est intéressé au hérisson? Comment il se porte le hérisson en France? Eh ben, le problème, il est là, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment se porte la population de hérissons en France parce qu'on n'a pas de chiffres. On n'a pas d'estimation ni de la taille de population, ni de sa dynamique de population. Et donc, on s'est dit, nos voisins anglais ont fait une étude depuis 20 ans, un peu similaire à la nôtre, et eux, ils ont réussi en 20 ans à mettre en avant une diminution assez inquiétante de la population de hérissons, que ce soit en zone urbaine ou en zone agricole. Le hérisson régresse en Angleterre, donc 30% en zone urbaine et jusqu'à 50% en zone agricole. Alors, on n'a pas de chiffres en France, par contre, il n'y a pas de raison que la situation soit différente ni meilleure parce que les pressions qui pèsent sur cette espèce sont les mêmes. Toutes les menaces qu'il rencontre en Angleterre, il les rencontre aussi en France. Donc malheureusement, on imagine qu'il ne se porte pas très bien. Mais on n'a pas ces chiffres. Donc on a besoin de cette enquête dont on va vous parler pour savoir comment se porte le hérisson. C'est vraiment le but de l'enquête Mission Hérisson, c'est connaître la dynamique de population du hérisson. Le but, c'est pas d'estimer une densité, parce que vous le verrez, le dispositif ne nous permet pas de distinguer les individus entre eux. Par contre, c'est vraiment mettre en place un indicateur qui nous dira chaque année si le hérisson va bien, va moins bien, régresse ou progresse sur le territoire. Donc voilà pourquoi on a mis en place cette enquête en juillet de l'année dernière. Enquête qui se poursuivra donc pendant, on l'espère, aussi longtemps que nos voisins anglais, donc 20 ans. On vise déjà 10 ans, ce serait pas mal, et on espère qu'on pourra en tirer des chiffres probants. Donc voilà, juste pour vous introduire le pourquoi de cette enquête. Alors, pour vous présenter le protocole, il est assez simple. Alors, il y a plein de questions, mais on va les aborder. Mais le protocole en lui-même, il comprend 6 étapes. La première étape, c'est de choisir un lieu où vous pouvez poser un tunnel. Parce que cette enquête, son but, c'est de suivre le hérisson grâce à un dispositif qui est un tunnel, dans lequel vous allez mettre un appât, qui est fait de croquettes, de l'encre, des feuilles, et du coup, le hérisson, en passant dans le tunnel, il va marcher dans l'encre, manger les croquettes, et en ressortant, il va laisser ses traces. Je vous montrerai tout ça. Normalement, j'en ai un derrière moi, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, le but, les différentes étapes de l'enquête. Premièrement, vous choisissez un lieu où vous posez votre tunnel.
on verra, vous pouvez le poser absolument partout où vous voulez. Vous posez le tunnel pendant 5 nuits de suite, ça c'est important, c'est 5 nuits de suite. Tous les matins, vous venez voir si quelque chose est passé, s'il y a des traces. S'il y a des traces, vous prenez en photo les traces, vous identifiez à quelle petite bête appartiennent ces empreintes, vous allez signaler tout ça sur le site de l'enquête. Et la dernière chose, et qui n'est pas la moindre, c'est que vous participez aussi à valider les données des autres personnes qui participent à l'enquête. Alors ça peut paraître un petit peu effrayant, mais en réalité c'est assez facile. Il est important donc de reproduire ce schéma, donc c'est 6 étapes à chaque fois, donc 5 nuits de suite, sur plusieurs fois dans l'année, pendant plusieurs années. Idéalement, ce qu'on demande, c'est de le faire une fois par saison. Et alors, je vais vraiment vous détailler tout ça. Alors, le but, et ça c'est difficile à comprendre des fois, le but c'est pas d'avoir du hérisson. C'est pas grave s'il n'y a pas d'empreinte de hérisson au petit matin dans le tunnel. L'important c'est de suivre des lieux et de savoir comment le hérisson est présent sur ces lieux, savoir s'il est là ou s'il n'est pas là. Et si au fil du temps, il apparaît ou il disparaît. Un exemple, alors, je ne suis pas une grande mathématicienne ni rien, mais ça vous permet de vous faire une idée. En gros, l'idée vraiment de cette enquête, c'est que si on a 1000 participants qui participent et qui suivent 1000 lieux différents, la première année, par exemple, on aura du hérisson sur 1000 lieux. Génial, le rêve. La deuxième année, il y aura du hérisson qui sera détecté plus que sur 500 lieux. La troisième année, du hérisson plus que sur 200 lieux. Alors là, c'est un scénario catastrophe, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Et dans ce cas-là, on pourra dire que le hérisson est en diminution de 80% en France en 3 ans. Alors, j'espère sincèrement qu'on n'en arrive pas là, mais ça vous donne une idée du genre d'analyse qu'on va faire. Donc, c'est vraiment l'important, c'est de suivre des lieux. Donc, peu importe qu'il y ait du hérisson ou pas, peu importe qu'il disparaisse ou qu'il apparaisse ou pas dans votre tunnel, l'idée, c'est de suivre ces lieux plusieurs fois par an pendant plusieurs années. Voilà, donc juste un petit point global sur le protocole déjà. Donc, s'il y a des questions globalement sur ce protocole, n'hésitez pas à les poser. Donc, Laurette va lire s'il y a déjà des questions. Sinon, on passe à la suite et on prendra des questions au fur et à mesure. Actuellement, il n'y a pas de questions. Eh bien, on continue. Je pense que les questions vont arriver. N'hésitez pas à les écrire vraiment, même pendant que je parle, pendant les différentes parties. Et puis, à la fin, on les prendra. Alors, le matériel. Voilà le matériel en question. Il s'agit donc d'un tunnel, on appelle nous un tunnel à empreinte. Donc, il peut exister sous 2 formes. En gros, sur la photo de gauche, c'est le tunnel que nous vendons, donc qui est disponible à la boutique. Il est vendu avec tout ce qu'il faut pour faire l'enquête, le guide de reconnaissance, la poudre de charbon pour faire l'encre, l'autocollant qui informe un peu de qu'est-ce que c'est que cette chose si vous la posez en milieu naturel. Et il y a une deuxième manière d'avoir un tunnel, c'est de le faire vous-même. Si vous êtes un petit peu bricoleur et que vous avez envie de mettre la main à la pâte, vous pouvez fabriquer votre tunnel vous-même en respectant bien sûr les dimensions que nous on préconise. Donc vous trouverez tout ça sur le site, je vous montrerai tout ça après. Mais l'idée c'est vraiment de le construire suivant ce modèle parce que, donc je vais vous le répéter peut-être 50 fois aujourd'hui, c'est une enquête scientifique avec un protocole scientifique et du coup, pour que les données puissent être utilisées, il faut vraiment suivre le protocole, avoir le tunnel, donc le dispositif qui est conforme pour que toutes les données puissent être prises en compte. Si malheureusement le tunnel il est trop grand, trop petit, il n'a pas la bonne forme ou un petit peu tout ça, malheureusement vos données on ne pourra pas les prendre en compte. Donc ce serait bien dommage. Donc, voilà les 2 types de tunnels. En gros, il y a des gens qui ont eu plein d'idées sur le site. On a 1000 et quelques participants déjà. Donc là, vous voyez un peu tout le panel de tunnels qui ont été créés par les participants. Alors, on a le tunnel habituel qui est disponible à la vente. Des gens qui ont fait un tunnel qui l'ont entouré de toiles cirées pour qu'il soit bien étanche. D'autres qui ont carrément fait un tunnel qui s'ouvre pour avoir accès plus facilement aux feuilles. Voilà, des tunnels. Alors, on a découvert qu'un bon plan pour faire un tunnel, c'était les panneaux de permis de construire. Apparemment, ils ont exactement la bonne taille, m'a dit une participante. Et ça, c'est quelque chose dont je vous reparlerai un petit peu après. Vous pouvez réduire un petit peu la taille d'entrée de votre tunnel construit maison, mais je vous en reparlerai. Par contre, ce qui ne peut pas être fait, alors ça c'est juste pour le montage du tunnel, donc ceux qui auront un tunnel qui est disponible à la LPO, donc il faut faire attention de le monter correctement. Donc normalement, il n'a pas de petite crête au-dessus de la tête.
Il ne faut pas réduire trop l'entrée. Donc, ce genre de tunnel-là, par exemple, ou celui-là avec le tuyau en PVC, c'est une bonne idée parce que ça limite l'entrée de certaines grosses espèces comme le chat. Par contre, ça effraie aussi et ça gêne aussi les hérissons. Donc, malheureusement, c'est des tunnels qui ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l'enquête. Donc, c'est bien dommage. Voilà. Donc, voilà le tunnel. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans ? Il faut mettre de l'encre, il faut mettre un appât et il va falloir mettre des feuilles. Donc l'idée, c'est vraiment de créer de l'encre, donc pour que le hérisson et les autres espèces en marchant dedans laissent leurs empreintes. Alors, ce qui est préconisé, c'est de créer de l'encre à partir de poudre de charbon et d'huile végétale parce que c'est pas du tout toxique. Ça se trouve assez facilement et surtout, le plus important, c'est très foncé et ça marque bien les empreintes. Donc l'idée, c'est de mélanger 2 petites cuillères de poudre de charbon avec de l'huile végétale. Donc la poudre de charbon, vous la trouvez soit à la LPO, soit en pharmacie, soit dans les magasins bio parce que c'est quelque chose qui est souvent vendu dans le rayon cosmétique. Vous pouvez préparer l'encre avec d'autres substances, si vous voulez. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit de la poudre de charbon. Par contre, il faut respecter différentes conditions. Il faut que ce soit une substance qui est très fine, parce que, notamment, il y a des gens qui ont posé la question de savoir si on pouvait faire ça avec du charbon de bois. Oui, vous pouvez. Par contre, il faut réussir à le broyer très, très, très finement, mais vraiment très finement, parce qu'on a essayé. Quand il n'est pas assez fin, ça fait une espèce de bouillasse, avec des petits morceaux, malheureusement, des tout petits morceaux, même des grains de sable, ça fait et ça fait que les empreintes sont beaucoup moins nettes et beaucoup plus difficiles à identifier. Donc, il faut que ce soit une substance très fine, très foncée, qui soit miscible avec de l'huile. Ça, c'est très important, de l'huile et pas de l'eau, parce que l'eau, ça sèche trop vite et ça ne fonctionne pas. Et que ce soit quelque chose qui soit naturel et non toxique, bien sûr, parce que les animaux vont marcher dedans. Donc, il faut faire attention. Il y a des pigments naturels qui existent. Il y a de l'argile rouge très foncée qui peut fonctionner aussi. Il y a de l'ocre foncé. Donc, vous pouvez tester, mais il faut vraiment respecter les 4 conditions qui sont inscrites ici. Donc, cette encre, ce qui va se passer, c'est que pour faire le tunnel, vous allez devoir faire ce dispositif-là, c'est-à-dire mettre au centre une petite coupelle avec des croquettes. Donc, ça, c'est l'appât, c'est des croquettes pour chat. De part et d'autre, du scotch de masquage, c'est notamment ce qu'on trouve en magasin de bricolage pour faire de la peinture, et des feuilles. Donc sur le scotch de masquage, on va étaler le mélange d'huile, de gras et de charbon qui va être l'encre, et de part et d'autre les feuilles. Globalement, c'est pas difficile à trouver tout ce matériel-là. Si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez, ça fonctionne très bien. Donc voilà, en gros, c'est ça dont vous avez besoin si vous voulez participer, c'est le matériel de base. Donc, on va juste en reparler si vous avez des questions et après, on passera globalement à savoir qu'est-ce qu'une fois que j'ai ça, où je le mets et qu'est-ce que j'en fais. Laurette ? Alors oui, il y a plusieurs questions actuellement sur le tunnel. Alors, on a une première question par rapport au lieu. Comment on peut identifier un lieu adéquat quand on habite en grande ville ? Alors, on parlera juste après. Vu qu'on va parler de où je pose mon tunnel, on abordera cette question juste après. D'accord. Parce qu'après, il y a plus des questions si on doit le renouveler la pose sur le même lieu chaque année. Eh bien, on va en parler. Du coup. Et bon, après, j'ai d'autres questions par rapport à l'encre, savoir si elles sont faciles à nettoyer, si elle est facile à nettoyer. Alors, une fois que vous avez mélangé la poudre de charbon et l'huile, il faut faire super attention parce que c'est quelque chose qui tâche, c'est très très foncé. Ça reste de l'huile, donc ça reste gras. Et par contre, alors, il faut éviter de trop en étaler parce que quand on en étale trop, ça a tendance à couler, ça a tendance même par capillarité à aller se faire absorber par la feuille. Donc, l'important, c'est vraiment de ne pas en mettre beaucoup. Normalement, on en met une fois et pour les 5 jours, ça suffit. À moins que votre tunnel se transforme en autoroute et qu'il y ait plein d'animaux qui passent toutes les nuits. Normalement, vous en mettez une fois. Par contre, il faut vraiment éviter d'en mettre partout parce qu'effectivement, ça ne se nettoie pas super bien vu que c'est de l'huile. Après, il n'y a pas de nécessité entre chaque session de pause de tout enlever, de tout nettoyer. Vous pouvez laisser la plaque amovible prête avec le scotch de masquage et juste après revenir mettre de l'encre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et par rapport au tunnel, c'est les seules questions. Après, c'est plus des questions sur le lieu de pause. Et bien, du coup, on y va. Hop, je vous
On repartage tout ça. Et bien, on y va. Alors, où est-ce qu'on met son tunnel? C'est la question. Alors, vous pouvez participer à l'enquête absolument partout. Il n'y a pas de restriction. Vous pouvez participer dans votre jardin, vous pouvez participer dans la nature, vous pouvez participer si vous êtes instituteur dans votre école. On a des collègues en Ile-de-France qui participent dans les cimetières. Il n'y a pas de limite en termes de protocole. Ça peut être partout. Idéalement, on demande de le poser le long d'une structure linéaire, donc c'est-à-dire une haie, une clôture, alors une route, on va éviter quand même de le poser le long d'une route, mais un chemin, une voie de passage, un ruisseau, une lisière, vraiment, cette notion de structure linéaire est importante parce que c'est là que les animaux vont cheminer et donc c'est là que vous aurez le plus de chances de détecter un hérisson ou autre chose s'il est présent dans les environs. Donc c'est vraiment, vous le posez où vous voulez, en essayant au maximum de le mettre le long d'une structure linéaire. Par contre, il y a un seul endroit où vous ne pouvez pas le poser, c'est si vous avez un jardin qui est 100% clos, mais j'entends bien 100% clos de murs, avec un portail clos même au-dessous. Dans ce cas-là, si c'est un endroit où le hérisson ne peut pas rentrer, il n'y a pas d'intérêt à poser un tunnel parce que vous n'aurez jamais de hérisson. Et c'est un peu bête de le construire ou de l'acheter si c'est pour rien. Mais c'est vraiment la seule condition parce que après, faut penser que le hérisson, il peut se faufiler dans des endroits qui sont assez étroits. 10-12 cm, ça lui suffit. Donc, parfois, on pense que notre jardin est clos, mais en réalité, il vient se faufiler sous le portail ou par un coin de grillage mal ficelé. Donc, il faut vraiment penser à ça. Mais c'est vraiment la seule limite. Il n'y a pas de contrainte. Idéalement, par contre, il faut faire attention de le poser bien à plat parce que s'il est un peu brinque-ballant, les animaux, ils ne sont pas super rassurés à l'idée de passer à l'intérieur. Et dans un endroit qui est sans danger, notamment si vous le posez en milieu naturel, attention à ce qu'on ne vous le vole pas, ça arrive. Attention à ce qu'on ne vous le fauche pas au terme, donc qu'on vous le découpe pas avec une machine. Et attention au risque de submersion si vous le posez en bord de cours d'eau ou dans ces endroits-là. Mais après, il n'y a pas de limite sur le lieu de pose. Par contre, on a eu cette question donc, qui était très intéressante, c'est que des personnes qui habitent à plus de 1000 mètres d'altitude se demandent si c'est intéressant de participer. Effectivement, le hérisson, il est présent normalement qu'en dessous de 1000 mètres d'altitude. Il y en a beaucoup moins un petit peu plus haut parce que c'est un animal qui hiberne et c'est assez compliqué à des altitudes élevées, il fait très très froid. Donc, la réponse est oui et non. En gros, vous pouvez le poser parce que c'est toujours intéressant de savoir si effectivement il y a du hérisson chez vous, même si vous êtes un tout petit peu en dessus de 1000 mètres d'altitude. Et après, je vais vous dire, sinon, c'est pas grave parce que on sait qu'il y en a beaucoup moins. Donc, si vous n'avez pas envie de participer, il ne faut pas participer. Mais c'est des choses qui sont intéressantes pour nous. Et du coup, est-ce que c'est opportun de le poser le long d'un petit ruisseau? Oui, bien sûr. Comme je vous disais, toute structure linéaire est bonne à prendre. Donc, vous pouvez positionner votre tunnel le long d'une structure linéaire et d'un petit ruisseau. Est-ce qu'il y a une période particulière où il n'est pas utile de poser le tunnel? Alors non. Le tunnel, il peut être posé tout le temps, toute l'année, plusieurs fois par an même. Idéalement, nous, ce qu'on demande, pour ne pas être trop contraignant pour vous et avoir quand même des données scientifiquement intéressantes, c'est de poser le tunnel 4 fois dans l'année, une fois à chaque saison. Printemps, été, automne, hiver, même en hiver pendant la période d'hibernation. Parce que le hérisson ne reste pas dans son gîte d'hiver tout l'hiver, il sort régulièrement. On l'a vu cet hiver en regardant les empreintes qui ont été collectées pendant l'hiver, on a vu du hérisson régulièrement. Donc idéalement, c'est une fois par saison. Et pour les personnes qui se sont demandé comment on pouvait ne pas oublier de poser son tunnel régulièrement, le mieux, c'est de vous abonner vraiment à la newsletter parce qu'on vous en envoie une tous les 2 mois. Et du coup, tous les 2 mois, vous aurez un petit rappel en vous disant, tiens, là, c'est quand la dernière fois que je l'ai posé? Il faudrait que je le repose la semaine d'après ou le mois d'après. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la meilleure manière pour ne pas oublier, sachant que le tunnel doit être posé donc idéalement 4 fois par an. Par contre, il ne faut pas le poser en continu. On demande de respecter au minimum 6 semaines entre chaque session de pose. Je vous en reparlerai après sur le pourquoi de tout ça. Puis il y a des gens qui nous ont posé des questions là-dessus. Alors, il y a d'autres questions qui nous arrivent souvent. C'est est-ce qu'on peut mettre un autre appât que des croquettes? Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'attirer les chats et les rats en mettant des croquettes. Donc,
l'idée, c'est que non, malheureusement, on ne peut pas changer d'appât parce que, comme je vous disais, c'est un protocole scientifique qui doit être ce qu'on appelle standardisé, c'est-à-dire que ça doit être le même protocole qui est mis en place de manière identique chez tout le monde. Donc, il faut que ce soit le même appât, le même tunnel, le même type de pose. Donc, non, vous ne pouvez pas changer les croquettes, sachant qu'en plus, l'intérêt des croquettes, c'est que ça sent très fort pour ceux qui connaissent. Ça sent pas forcément très bon d'ailleurs. Donc, ça attire assez facilement les animaux et les hérissons. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, l'idée, c'est pas de mettre 3 poignées de croquettes tous les soirs. Hein. C'est vraiment une petite dizaine de croquettes parce que l'idée, c'est pas de nourrir le hérisson, c'est juste de l'attirer. Et un des points importants du protocole, c'est qu'on demande aux participants de ne pas nourrir les hérissons en dehors de la période de pose du dispositif. Pourquoi? Parce que si vous proposez tout au long de l'année des croquettes aux hérissons, il va artificiellement être attiré chez vous et du coup, les résultats qu'on aura ne seront pas justes parce qu'il aura artificiellement été attiré chez vous. Alors, ce n'est pas forcément évident à comprendre. Voilà, c'est vraiment important de ne pas créer ce biais-là parce qu'on risque d'avoir des données qui seront fausses et qui risquent de montrer non pas la réalité de comment se porte le hérisson, mais vraiment, ça risque de montrer une fausse augmentation du nombre de hérissons alors que ce ne sera pas le cas. Donc, c'est important de ne pas proposer de croquettes en dehors des sessions de pause. Il y a d'autres questions qui nous sont parvenues, c'est savoir pendant combien de temps on garde un emplacement. Tout le temps, une fois que vous avez choisi un emplacement où mettre votre tunnel, vous le gardez pendant 10 ans, si c'est possible. Mais on ne peut pas changer le dispositif de place. Alors, vous pouvez le déplacer de quelques mètres dans votre jardin si vous décidez de le mettre un petit peu à côté, mais il ne faut pas le changer de place. Par contre, vous pouvez tout à fait poser plusieurs tunnels si vous le voulez en même temps. Par contre, ça c'est très important, ces tunnels doivent être posés au moins à 1 km de distance les uns des autres. Je vous explique pourquoi. Le hérisson, il parcourt plusieurs kilomètres dans la nuit. Et du coup, si vous posez 3 tunnels dans votre jardin qui fait 300 mètres carrés, vous allez détecter 3 fois le même hérisson. Et nous, derrière, ces données-là ne nous intéresseront pas parce qu'on ne distingue pas les individus. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir s'il y a du hérisson ou pas. Donc, un tunnel dans un lieu, ça suffit. Si vous voulez en mettre plusieurs, vous le mettez à au moins 1 km. Et une idée, il y a des questions qui ont été posées dans ce sens-là aussi, c'est que vu qu'il faut attendre au moins 6 semaines entre chaque session de pause, vous pouvez tout à fait prêter votre dispositif à des amis qui habitent dans la commune à côté, à vos enfants, à vos parents, à n'importe qui. Vous pouvez parfaitement faire tourner le tunnel. Nous, c'est ce qu'on fait à la LPO. On a des tunnels de prêt et on les prête aux salariés pour qu'ils les posent chez eux. Donc, c'est tout à fait possible et au contraire, c'est encore mieux. Ça permet d'avoir encore plus de lieux de suivi. D'autres petites questions, parce que les gens vous vous intéressez beaucoup au bien-être des hérissons qui fréquentent vos jardins. Il y a des gens qui ont peur que ça perturbe le régime alimentaire du hérisson de lui proposer des croquettes de temps en temps. Alors, il faut savoir que le hérisson, c'est un animal qui est hyper robuste. Il se nourrit vraiment de quelque chose de beaucoup de choses, des insectes, des larves, des œufs, des cadavres. Donc, manger 10 petites croquettes 5 nuits, 4 fois par an, ça ne va pas le perturber. Mais comme je vous disais, l'idée, c'est pas de mettre 3 poignées de croquettes à chaque fois. Et alors, pour ceux qui iraient jusqu'à ces discussions-là, quel type de croquettes choisir? Alors, j'en ai discuté avec mes collègues des centres de soins qui accueillent du hérisson régulièrement. Et ils nous ont dit qu'apparemment, les croquettes qui étaient le mieux digérées par les hérissons, c'est celles au poulet. Alors, vous prenez ou vous prenez pas, moi je vous le dis, après chacun fait ce qu'il veut. Et la dernière chose concerne les chats. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ne pas pouvoir participer parce que le chat peut venir dans le tunnel. Et effectivement, les chats peuvent venir dans le tunnel. Ça ne pose pas un problème s'ils rentrent à l'intérieur parce que, en gros, même si le chat vient manger les croquettes avant le hérisson, les croquettes auront laissé tellement d'odeur que ça continuera à attirer le hérisson. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez des chats qui viennent dans le jardin ou ailleurs manger les croquettes, ce n'est pas grave. Ce qui peut être fait, par contre, si vous le souhaitez, c'est de réduire un petit peu la taille d'entrée uniquement du tunnel
à construire soi-même. L'autre tunnel, il a déjà une taille correcte. Par contre, vous pouvez réduire un tout petit peu la taille par rapport au tutoriel qui est existant en mettant soit des petites cales de bois sur le côté, soit comme cette personne a fait là juste de petites baguettes qui obstruent un petit peu l'entrée mais qui gênent pas les hérissons. Après, je vous cache pas qu'on a beau avoir des tunnels très longs, très fins, très tout ce qu'on veut, si le chat il veut rentrer, il y arrive. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà sur cette première partie de où je peux poser mon tunnel, un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées sur les croquettes, sur tout ça? Alors oui, il y en a quelques-unes. Il y a déjà une personne qui demande si ça te dérange si on donne des croquettes végétales. Il faut qu'elles restent appétantes, donc il faut qu'elles sentent mauvais, fort et qu'elles attirent les hérissons. Après, des croquettes végétales, j'ai du mal à voir ce qui est dedans, sachant que le hérisson ne mange pas d'épinards ou de pissenlit. Donc, idéalement, je pense que non, c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette question. Mais non, je dirais que ça va pas forcément être aussi appétant que le reste, et surtout que le hérisson ne mange pas de végétaux. Donc, je dirais non. Alors ensuite, toujours sur les croquettes, une personne demande combien de croquettes il faut mettre. Petite dizaine. Une petite dizaine. C'est largement suffisant. Ensuite, j'ai une question par rapport au tunnel. Pourquoi avoir choisi un tunnel et non un dispositif à l'air libre? Parce que pour pouvoir, déjà, le tunnel, quand il est les nuits où il pleut, les nuits où il fait humide, le tunnel protège énormément. En plus, ça crée un cheminement pour obliger l'animal à marcher dans l'encre et à ressortir. Si on avait mis un dispositif à l'air libre, déjà, il aurait vraiment beaucoup pris l'humidité. Et en plus, la possibilité on va dire, d'éviter la zone d'encre aurait été beaucoup plus importante et du coup, on n'aurait pas été certain d'obtenir des empreintes. Et puis parce que c'était ce qu'il existait. Je ne vous cache pas qu'il n'y en a pas 25 000 des tunnels. C'est un dispositif qui est utilisé depuis des dizaines d'années par beaucoup de structures naturalistes pour suivre différentes espèces et on sait que ça fonctionne très bien. Et j'ai une question qui demande quel est l'environnement le plus favorable pour la pose du tunnel pour le hérisson. Il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, vous pouvez le poser absolument où vous voulez. L'idée, c'est pas de poser le tunnel dans un endroit où on sait qu'il y a du hérisson. L'idée, c'est de suivre un lieu. Donc, s'il n'y a pas de lieu de prédilection pour le poser, l'important, c'est que ce soit, on va dire, le long d'une structure linéaire. Mais il n'y a pas de règle. Alors après, on sait que le hérisson est actuellement plus présent en zone urbaine et périurbaine qu'en zone agricole, par exemple, parce que c'est des endroits où ils trouvent à la fois dans les zones urbaines et périurbaines, ils trouvent moins de prédateurs et plus d'endroits où gîter que dans les zones agricoles où il y a plus rien à manger, il n'y a plus de haies, il n'y a plus grand-chose. Mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Il n'y a vraiment pas de règle. Et ensuite, écoute, après le reste, tu as répondu aux questions durant tes explications. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Ok, on continue. Donc, une fois que vous avez construit ou acheté votre tunnel, vous avez trouvé un lieu où le mettre. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, l'idée, c'est que chaque matin, le premier soir, on va dire. Le premier soir, vous installez donc le dispositif, les croquettes, l'encre, les feuilles. Et au petit matin, vous allez voir un peu ce qui s'est passé dans la nuit. Et donc, si vous avez eu la chance, donc là on a mis un piège photo et un tunnel, donc vous voyez que le hérisson sent de loin ce qui se passe à l'intérieur et il va voir, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui se mange là-dedans. Donc si vous avez eu la chance dans la nuit d'avoir une petite bête qui est passée dans votre tunnel, le matin vous allez observer des empreintes. Alors il y a deux cas de figure. Soit, effectivement, rien n'est passé. Ça arrive très fréquemment, qu'il n'y a aucun animal qui ne soit passé dans la nuit. Dans ce cas-là, vous allez laisser les feuilles en place, parce que ce sera des feuilles blanches, vierges. Vous n'allez pas les enlever pour les changer et en remettre des neuves. Donc dans ce cas-là, vous laissez les feuilles en place. Et, chose très importante, vous allez quand même signaler sur le site que vous avez posé le tunnel, qu'il n'y a rien qui est passé dans la nuit et que vous n'avez pas collecté d'empreintes. Ça, c'est le premier cas de figure.
Si dans la nuit, il y a des petites bêtes qui sont passées dans le tunnel, dans ce cas-là, vous récupérez les feuilles. Donc là, vous voyez, on a les 2 feuilles avec des empreintes. Idéalement, vous notez la date dessus. C'est pour s'y retrouver plus facilement. Si jamais vous saisissez vos observations qu'à la fin des 5 jours, vous saurez exactement quelle feuille appartient à quel jour. Et vous prenez une photo exactement sur ce schéma-là, donc c'est-à-dire les 2 feuilles côte à côte, jointives, avec le tour. Donc une fois que vous avez votre photo, vous êtes bien content, mais vous allez me dire, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est ces animaux qui ont laissé des traces? Donc l'idée, c'est qu'il va falloir que vous identifiez les espèces auxquelles appartiennent ces petites empreintes. Donc pour vous aider, il ne faut pas avoir peur. Franchement, ça vient très très vite. Il y a un guide qui est disponible en ligne ou dans le kit disponible à la LPO. Il y a un nouveau guide qui est disponible aussi sur le site qu'a fait Laurette, donc ma collègue, avec plein d'exemples d'empreintes d'animaux sur encre, donc ce que vous pourrez vraiment voir dans votre tunnel. Et du coup, ça vous permettra d'identifier les empreintes. Alors là, comme vous le voyez, sur cette photo-là, on a à la fois des empreintes de hérissons. Donc les empreintes de hérissons, c'est les plus faciles à identifier. Alors, ça ne tient qu'à moi, mais je trouve qu'on dirait des petites mains de petits bébés un peu potelés, avec des doigts un peu tout ronds. Donc ça, c'est une empreinte de hérisson. Ça, c'est une empreinte de hérisson. Par contre, ça, là, le gros pâté au milieu, tout noir, ça, c'est du chat. Donc on arrive assez facilement à faire la distinction, puisqu'on voit que le hérisson, déjà, c'est beaucoup moins pâté. Et surtout, il y a les 3 doigts sur le côté et ce qu'on pense être un petit pouce sur le côté, mais qui n'est pas un pouce, qui est un petit doigt en réalité. Alors que le chat, il y a vraiment 4 doigts sur le devant comme ça. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'identifier chaque matin les empreintes. Franchement, ça vient super vite. Et d'aller saisir ces observations sur le site. Donc une fois sur le site, on va dire, tiens, là, voilà, pouf, ça c'est du hérisson, hop, c'est du hérisson, et on nous envoie l'information. Par contre, il faudra bien positionner la photo, parce que la photo, donc ça, c'est pas bon. Il y a sur le site, il y a toute une grosse grille comme ça, là, que vous voyez, qui apparaît, sur laquelle il faut vraiment positionner la photo exactement dessus pour que, voilà, ça non plus, c'est pas une bonne façon de faire. Si elle est toute penchée non plus. Idéalement, c'est vraiment comme ça parce que ça nous permet derrière d'avoir une idée de l'échelle, de la taille de l'empreinte. Parce que si vous mettez la photo comme ça, on ne sait pas vraiment quelle est la taille de cette empreinte. Alors que si on la met correctement, on sait que ça, c'est la taille d'une feuille A4 et que cette empreinte, elle fait approximativement 2,5 cm. Donc ça, c'est vraiment important de respecter ça, parce que autant pour le hérisson, c'est simple, mais il y a d'autres espèces qui passent dans le tunnel qu'on identifie quand même, par exemple les petits micro-mammifères, les rats, les fouines, toutes ces espèces-là, c'est important d'avoir la taille pour distinguer les empreintes les unes des autres. Donc voilà, vous êtes content, vous avez eu vos empreintes, vous avez relevé vos feuilles, vous avez trouvé du hérisson, donc vous avez saisi tout ça sur le site. Donc déjà, on est content. Après, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur la météo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a surtout la météo. Ouais. Donc l'idée, c'est est-ce que s'il y a des fortes pluies ou du vent ou voilà, des conditions pas top, est-ce qu'on peut prolonger l'expérience au-delà des 5 jours? La réponse est non. Donc ce que je vous disais, je vais vous le redire 25 fois. On respecte le protocole à la lettre. Donc même si il y a une nuit, il s'est mis à neiger ou que le tunnel s'est envolé ou je ne sais pas, on respecte ces 5 nuits de pause, peu importe. Au bout de 5 nuits, on arrête, on range le matériel et on revient le reposer la saison d'après ou 3 mois plus tard. Voilà. Mais on ne prolonge pas l'expérience. De toute manière, quand nous, on analysera les données, tous mes collègues, parce que ce n'est pas moi, auront accès à toutes les données météorologiques et donc ils sauront que cette nuit-là, s'il n'y a pas eu de hérisson, c'est peut-être parce qu'il y avait une tempête de neige ou tout ça, donc ça, ils le sauront. Et pareil, il n'y a pas de conditions climatiques à privilégier pour poser le tunnel. Par contre, effectivement, si vous savez qu'il prévoit une grosse semaine de pluie, vous pouvez décaler votre pause de quelques jours, ça, il n'y a pas de souci. Mais une fois que vous avez commencé, par contre, vous ne pouvez pas ni arrêter ni continuer au-delà des 5 nuits.
Et du coup, donc une fois sur le site, une fois que vous avez saisi vos empreintes, on est content. Enfin, nous, on est content à la LPO surtout. Vous aussi, j'espère. Et par contre, il y a une autre étape qui est un petit peu différente de ce qu'on peut connaître sur d'autres projets. C'est-à-dire que là, dans ce projet-là, c'est vous, les participants, qui validez les observations entre vous. C'est-à-dire que chaque observation que vous allez enregistrer sur le site, chaque empreinte que vous allez enregistrer doit être validée par 3 personnes différentes pour être définitivement validée. Alors, ça peut être étrange, on peut se dire, oui, mais les gens, ils vont faire des erreurs. Dans les faits, les gens font très peu d'erreurs parce que les gens ne valident que les empreintes pour lesquelles ils sont sûrs de reconnaître l'espèce. Donc, pour le hérisson, c'est assez simple et on voit sur le site que toutes les espèces ou toutes les photos un petit peu bancales ou avec des empreintes qui posent réellement question, ne sont pas validées parce que les gens ne savent pas. Alors nous, derrière, bien sûr, Laurette, moi et mes collègues, on repasse aussi derrière pour refaire de la validation, pour vérifier que c'est juste. Mais c'est vraiment vous, entre vous, qui validez les observations des autres. Donc, on apprend assez facilement à valider du coup. Il y a aussi d'autres choses qui sont possibles, c'est que vous pouvez suggérer des nouvelles identifications, c'est-à-dire que si vous pensez que la personne, elle a identifié du hérisson, mais qu'en réalité c'est du chat, vous pouvez aller lui dire « Oh, ça c'est pas du chat, c'est du hérisson. Ça c'est pas du hérisson, c'est du chat. » Alors je ne sais plus dans quel sens je vous l'ai dit. En gros, vous pouvez aller lui dire que vous pensez qu'elle s'est trompée et lui suggérer une nouvelle espèce. Et pareil, vous pouvez aller, ça arrive des fois qu'on oublie, on regarde pas la totalité de la feuille et on voit du hérisson, mais on n'a pas vu qu'à côté, il y avait aussi une empreinte de fouine, par exemple. Et du coup, on peut aller dire à la personne, ah tiens, vous avez oublié une observation de fouine à cet endroit-là, pouf, et vous allez l'identifier vous-même. Donc, c'est vraiment du collaboratif pour valider et identifier les données. Donc, en gros, voilà le fonctionnement général de l'enquête. Pour récapituler tout ça, donc, je vous le redis encore une fois, il s'agit d'un protocole scientifique qui doit être suivi à la lettre, au risque de voir ces données non utilisées. Donc, ce serait bien dommage de s'investir dans ce protocole et de pas et qu'on n'utilise pas vos données. L'enquête, elle dure toute l'année, elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas une saison, une période, on n'a pas à choisir quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on s'arrête, c'est tout le temps, pendant au moins 5 à 10 ans, voire 20 ans, voire plus. Le but, c'est pas forcément d'avoir du hérisson dans le tunnel, le but, c'est de suivre des lieux. Et les données sans empreinte, les données vides, les données où vous n'avez pas d'empreinte, sont des données qui sont aussi importantes que les autres. Donc, c'est super, super, super important que même si vous posez votre tunnel pendant 5 nuits et qu'il n'y a rien qui passe dedans, il faut aller enregistrer ça sur le site parce que vous n'êtes pas à l'abri que la prochaine fois que vous posez votre dispositif, là, il y a du hérisson ou il y a autre chose. Et inversement, vous posez votre tunnel pendant 5 nuits, il y a du hérisson, vous le reposez l'année d'après, il n'y a plus rien. Donc, il faut nous dire qu'il n'y a plus rien parce que nous, ça nous donne une idée que il y avait du hérisson à cet endroit-là et il n'y est plus. Enfin, voilà. Donc, toutes les données doivent être enregistrées. Vous pouvez poser absolument le tunnel où vous voulez, donc cours d'école, cimetière, jardin, nature, parc public, si vous n'avez pas peur de vous faire voler. Enfin, vraiment, voilà. On a des communes qui participent, on a des associations de jardiniers, on a vraiment plein de personnes, on a des écoles qui participent, ça marche super bien avec les enfants. C'est assez ludique comme enquête. Le protocole ne doit pas forcément être mis en œuvre que dans les lieux où on sait qu'il y a du hérisson, donc on peut le mettre vraiment partout et puis voir s'il y en a ou pas. J'ai mes collègues, moi, qui l'ont mis sur... donc nous, on est sur Rochefort et on a des collègues qui travaillent sur la réserve sur l'île de Ré. Ils l'ont mis au milieu de la réserve. Alors, on pensait qu'il n'y avait pas de hérisson. Et je vous confirme qu'on n'a pas eu de hérisson. Donc, ça nous a conforté dans cette idée-là, mais au moins, maintenant, on en est sûr. Et donc, ils continuent de suivre ce lieu régulièrement. Donc, la participation sur le long terme est importante. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Si vous vous investissez, il faut vous investir au moins sur plusieurs années parce qu'avoir des données qu'une fois, ça n'aura pas d'intérêt pour nous. L'idée de cette enquête, c'est vraiment de le faire sur du long terme. On n'arrête pas le protocole, même si on n'a pas d'empreinte. On ne déplace pas son tunnel, même si on n'a pas d'empreinte. Et on ne met pas 25 tunnels dans un jardin parce que ça ne sert à rien.
Et la grosse question, alors on en a eu beaucoup des questions dans ce sens-là, c'est que pour participer à l'enquête, c'est obligatoire d'avoir un tunnel et de suivre ce protocole. Je comprends qu'il y a plein de gens qui savent qu'ils ont du hérisson, ils le voient, ils ont peut-être des pièges photos chez eux, ou juste ils les voient. Et ces gens-là veulent nous, enfin vous voulez nous donner ces informations et elles sont intéressantes, mais nous, elles ne nous intéressent pas pour cette enquête-là en tout cas. Pour cette enquête, elles ne peuvent pas être prises en compte. Par contre, pour toutes les personnes qui ont du hérisson, qui veulent signaler ces observations, je vous invite à aller le faire sur Faune France, donc qui est une base de données en ligne, où là, vous pouvez saisir toutes les observations opportunistes que vous faites de hérissons dans votre jardin. Donc vraiment, j'ai vu un hérisson le 25 février à 3 heures, et ben, vous pouvez le mettre là-dessus. Mais nous, on ne le prend pas dans le cadre de notre enquête. L'appât ne doit pas être remplacé par autre chose. Et il ne faut pas nourrir les hérissons entre les sessions de poste car cela crée un gros biais dans les résultats et des résultats faux. Donc ce serait bien dommage d'avoir fait tout ça pour que derrière les données ne soient pas prises en compte. Voilà donc pour l'enquête en elle-même. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous montrerai après vite fait comment est le site, qu'est-ce qu'on trouve dessus. Et puis après, ce sera à peu près tout. Donc, je vous invite, là, si vous avez des questions, Laurette, s'il y a des questions, vas-y. Alors, puis, oui. Voilà. Alors, j'ai une personne qui se demande, parce qu'elle elle sait qu'elle va déménager dans 2-3 ans, et elle a l'impression que du coup, l'enquête n'est pas compatible avec sa situation. Effectivement, alors dans 2-3 ans, c'est dans longtemps, donc rien n'empêche de suivre pendant 2-3 ans et puis de déménager après. C'est vrai que c'est un petit peu contraignant pour ça. Après, comme je vous dis, voilà, déjà 2-3 ans de suivi, c'est bien. Et puis on verra bien ce qui se passera après, mais ouais, c'est effectivement une contrainte qu'on a identifiée. On espère que vous déménagerez pas tous dans les 2-3 ans, sinon ou alors, il faut mobiliser vos futurs acheteurs de maisons ou les nouveaux locataires pour qu'ils continuent le protocole. Ensuite, j'ai une question, du coup, par rapport à la feuille que l'on met sur le site avec les empreintes. Si on a plusieurs empreintes de différentes espèces, est-ce qu'il faut toutes les mettre, les signifier sur la feuille? Alors, pour chaque espèce, il faut signaler une seule empreinte. Donc, c'est-à-dire, alors attendez, je vais vous départager ma petite tête et je vais vous remettre l'écran. En gros, si vous êtes dans cette situation, hop, on va dire là, voilà. Si vous êtes dans cette situation-là où il y a du chat et du hérisson, il faut signaler une empreinte de hérisson. Donc, par exemple, celle-là. Vous allez signaler, paf, comme là, un hérisson. Voilà. Enfin, un hérisson, une empreinte de hérisson, plus une empreinte de chat là. Et si vous avez à côté une fouine, un blaireau, un crapaud et un oiseau, c'est qu'il y a beaucoup de choses chez vous. Mais il faut signaler une empreinte pour chaque espèce. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, et vous ne pourrez pas le faire de toute manière, c'est signaler une empreinte de hérisson, une empreinte de hérisson, une empreinte de hérisson, une empreinte de hérisson, une empreinte de hérisson. C'est une empreinte par espèce et une empreinte pour chaque espèce. Alors, ensuite, j'ai une question toujours par rapport aux photos. Est-ce que ça dérange si, par exemple, on met une date sur la photo pour, généralement, des fois, pour qu'on puisse classer après nous-mêmes nos photos? Non, il n'y a pas de souci. Si c'est la bonne date, c'est encore mieux. Mais non, il n'y a pas de souci. Idéalement, ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment d'écrire la photo d'écrire la date sur les feuilles pour que les participants s'y retrouvent si jamais, je ne sais pas, les feuilles se mélangent ou quoi que ce soit. Mais si c'est carrément sur votre photo, c'est bien aussi, il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour suivre la question du déménagement, est-ce qu'il faut prévenir quand on s'arrête? Non. On n'a pas prévu ça, effectivement. On n'a pas prévu parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas s'arrêter. Donc, on ne veut pas que les gens le fassent. On n'a pas prévu la case. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas prévu cette case-là. Après, nous, on le voit. Si vous vous arrêtez, on n'aura plus de données. Donc, on le voit sans que vous ayez besoin de le signaler. Et enfin, personne qui demande si c'est important de spécifier la localisation du tunnel, son type d'environnement et autres.
Oui, alors ça, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne me suis pas appesantie sur le site, mais en gros, quand vous allez sur le site, on va vous demander différentes choses. La première, c'est de vous inscrire avec juste une adresse mail, on ne demande rien de plus. Et d'aller après prendre une photo de votre tunnel pour qu'on sache à quoi il ressemble et de décrire l'endroit où vous le mettez. Donc, vous allez le localiser. Donc, vous allez localiser votre adresse ou l'adresse du tunnel ou la forêt dans laquelle vous l'avez mis. Vous allez donner un nom à ce lieu. Et après, vous allez décrire ce lieu. Donc, on vous demande quelques informations, à savoir, est-ce que c'est un jardin ou pas un jardin? Est-ce qu'il est dans un environnement urbain, périurbain, campagnard, forestier? Vraiment le type global d'environnement. Est-ce que c'est clôturé? C'est ça qu'on demande aussi. Enfin, on demande quelques petites informations, sachant que le plus important, c'est vraiment de localiser géographiquement le tunnel, parce que quand mes collègues feront des analyses, eux, ils pourront faire ce qu'on appelle une analyse spatiale et ils verront exactement qu'est-ce qu'il y a autour, s'il y a des champs, de la forêt, des maisons, un petit peu tout ça. Donc, c'est vraiment l'important, c'est de le localiser. Et alors, j'ai une question par rapport là aux empreintes sur les feuilles. Si par exemple on voit qu'il y a 2 hérissons différents sur la feuille, est-ce qu'on peut justement identifier qu'un seul hérisson ou plusieurs? Alors, vous ne pourrez pas distinguer les hérissons sur la feuille et l'idée, c'est que nous, ça ne nous intéresse pas. Le but de l'enquête, c'est pas de compter les hérissons, c'est juste de savoir s'il y en a ou pas dans un lieu donné. Donc, une empreinte de hérisson vaut pour 1. Peu importe que cette empreinte appartienne à 6 hérissons ou à 6 hérissons ou à un seul, une empreinte de hérisson, c'est 1 hérisson. Et c'est vraiment ça qui est un petit peu difficile, c'est que donc on ne va pas compter, on ne va pas avoir un effectif de hérissons à la fin de l'enquête. À la fin de l'enquête, on va avoir un indicateur d'évolution, à savoir est-ce qu'ils apparaissent, enfin est-ce qu'ils se maintiennent ou est-ce qu'ils disparaissent. Et du coup, voilà, c'est vraiment pas un effectif qu'il y a derrière, c'est un indicateur. Donc on ne peut pas différencier les individus, enfin vous pouvez peut-être, mais sur le site on ne peut pas. Sur le site, de toute manière, vous ne pouvez identifier par feuille qu'une empreinte de chaque espèce. Vous ne pourrez pas identifier 2 fois du hérisson sur la même feuille. Et c'est tout pour les questions. Ok. Alors, hop, que je revienne au bon endroit. Voilà. Sur le site, alors vraiment, je vais aller très très vite parce qu'on pourrait y rester 3 heures, mais c'est pas l'idée. En gros, sur le site de l'enquête, donc qui est celui-là, si Laurette vous mettra certainement le lien dans la conversation. Il y a plein de choses sur ce site. Il n'y a pas que l'enquête, il y a aussi plein de ressources sur le hérisson. Donc, des conseils pour connaître, tout simplement, connaître cette espèce. Qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il vit, comment je peux l'aider dans mon jardin, comment je peux construire un gîte, comment je peux construire... vraiment, voilà, plein de choses pour aider les hérissons, savoir qu'est-ce que je fais si j'en croise un, est-ce qu'il faut intervenir ou pas, comment, et aussi tous les tutoriels pour construire votre tunnel, pour créer votre plaque amovible, enfin un petit peu tout ça, et plein de conseils de qu'est-ce que je peux faire au jardin, donc quand est-ce que je dois tailler ma haie, est-ce qu'il faut que je fasse attention à ci, à ça, voilà. Tout ça pour aider le hérisson. Et des actualités qu'on publie régulièrement avec ma collègue pour vous tenir informé de ce qui se passe sur l'enquête, du hérisson en général, des formations comme ce soir, voilà, des choses comme ça. Et par contre, donc, comme je vous disais, c'est un site collaboratif qui... excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Donc, où vous allez pouvoir vous entraider. Donc, une fois que vous participez, ce qui est important, c'est de revenir régulièrement sur le site parce qu'il y a des gens qui vont valider vos observations, qui vont suggérer des nouvelles identifications si vous vous êtes trompé. Et donc, il faut revenir, idéalement, voilà, 4 fois par an, c'est bien, pour soit accepter les nouvelles identifications, soit aller valider les identifications des autres personnes. Voilà, il faut revenir de temps en temps. Alors, c'est pas besoin de revenir toutes les semaines, même si on a des
participants très assidus qui valident les données de plein de gens. Donc, c'est ça aussi, ce qu'on espérait de cette enquête, c'est créer une communauté de participants qui est active. Et c'est vraiment ce qui se passe. On a des participants très actifs qui commentent, qui valident pas, qui donnent des conseils, qui donnent des meilleurs conseils que nous, même des fois. Donc, on les aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on compte sur cette communauté pour faire avancer cette enquête. Donc, c'est super. Donc, comme je vous le disais, voilà, vous pouvez suggérer des identifications, vous pouvez dire que j'ai une autre identification. Par exemple, là, cette personne ne savait pas ce qu'était cette empreinte. Et donc, 2 participantes à l'enquête lui ont dit qu'effectivement, c'était du rat. Et donc, elle peut aller après réidentifier cette empreinte en disant « Ah ben non, je me suis trompée, c'est pas je sais pas en l'occurrence, là, c'est du rat, ou alors c'est pas du hérisson, c'est du rat. » Voilà. Et donc, vous pouvez valider. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc soit j'ai une autre identification, soit je confirme cette identification. Et dans ce cas, vous confirmez. Et au bout de 3 validations, la donnée est définitivement validée. Et on est content parce que c'est une donnée qui est valide, qui va pouvoir être analysée. Voilà. La dernière partie qui reste, c'est vraiment les quelques résultats qu'on a déjà. Alors, je vous laisse bien imaginer qu'on n'a pas des résultats de folie parce que l'enquête a été lancée en juillet de l'année dernière et que du coup, il va nous falloir un certain recul pour savoir vraiment comment se porte le hérisson. Mais on a déjà quelques petites informations que je pourrais vous partager, à moins que vous ayez des questions déjà à poser maintenant. Non, justement, il y avait quelques questions par rapport aux données. Donc, on y va. c'est le bon moment. Voilà. Donc, est-ce qu'on a déjà des résultats? Alors non, on n'a pas des résultats à proprement parler sur comment se porte la population de hérissons. C'est trop tôt. Il va nous falloir plusieurs années pour avoir ces données-là. Nos collègues anglais, eux, ça leur a pris 20 ans. Alors, ils ont eu bien sûr des points d'étape, hein, mais ça leur a pris 20 ans. Et au bout de 20 ans, ce qui est génial et moins génial, mais ce qui est génial, c'est qu'ils ont pu faire classer le hérisson comme vulnérable sur leur territoire parce qu'ils ont des données réelles, concrètes et scientifiquement robustes qui ont permis de dire, voilà, le hérisson est en mauvaise santé sur le territoire anglais, il est vulnérable, il faut le protéger plus activement. Et donc, il est maintenant classé donc, sur la liste rouge des mammifères protégés d'Angleterre. Et donc, ça permet de mettre en place des mesures de protection plus facilement. Donc, c'est ce que nous, on espère en France. Alors, on espère aussi qu'il n'est pas en déclin chez nous, mais on n'y croit pas. Mais on espère pouvoir faire plus de choses pour le hérisson une fois qu'on saura vraiment dans quel état il se porte. Parce que maintenant, c'est difficile de dire, voilà, il faut mettre des mesures pour protéger cette espèce, sauf que ce qu'on nous rétorque souvent, c'est et comment ils se portent? Vous avez les chiffres? Ben non. Donc, c'est bien dommage. Et compter les hérissons comme ça, c'est pas envisageable, c'est assez difficile. Donc c'est vrai qu'on compte beaucoup sur cette enquête-là. Alors, ça ne nous empêche pas, par ailleurs, de toujours travailler sur l'espèce, de faire tout ce qu'on peut pour la protéger, pour sensibiliser à la fois les citoyens, mais aussi les pouvoirs publics, les communes à la protection de cette espèce. Mais c'est vrai que si on avait ces chiffres-là, on s'en porterait mieux. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas ces chiffres. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est ça. Alors, ça a un petit peu évolué depuis. Mais en gros, donc l'enquête a été lancée en juillet 2020. Et début janvier 2021, on avait à peu près 800 participants, donc réguliers sur le site. On en a 1036, je crois, au jour d'aujourd'hui. On a à peu près 5000 empreintes qui ont été collectées. Et surtout, on a à peu près, on va dire, 1000 lieux qui sont suivis partout en France. Donc, vous voyez la carte où sont posés les tunnels. Alors, on a l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est parce que les petits points sont assez gros. Hein. Mais bon, 1000, ça fait déjà pas mal. On espère en avoir au moins 2000 à la fin de cette année. On est bien parti. Donc, les petites analyses qu'on a pu faire, c'est vraiment des analyses à savoir où sont posés les tunnels, dans quel type de milieu. Et la chose qui est intéressante à voir, c'est que les données qu'on a collectées nous permettent déjà de retrouver des résultats qui sont similaires à ce qu'on connaît sur le hérisson. C'est-à-dire qu'on sait actuellement que le hérisson est plus présent, comme je vous disais, en zone urbaine et périurbaine qu'en zone agricole ou forestière, notamment qu'en zone agricole.
et ce pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que pour 3 raisons exactement. Le hérisson, en zone urbaine et périurbaine, il va trouver plus facilement de quoi se nourrir parce qu'il y a beaucoup moins de pesticides dans les jardins, dans les parcs municipaux, surtout que maintenant que c'est interdit depuis quelques années. Il va trouver plus facilement de quoi se loger, de quoi gîter et élever ses jeunes, des haies, des tas de branchages, des tas de végétaux, ce genre d'endroits. Et le troisième critère qui fait qu'il est plus présent dans les zones urbaines et périurbaines, c'est que le plus gros prédateur naturel, j'entends bien naturel, du hérisson, c'est le blaireau. Et le blaireau, lui, il s'approche beaucoup moins des zones rurales, des zones urbaines et périurbaines. Et du coup, il y a un gradient de présence du blaireau. En gros, le blaireau est plus présent dans les zones naturelles et moins présent dans les zones urbaines. Et le hérisson, bah, il n'est pas bête. Il a fait l'inverse. Donc, il est plus présent près de nous. Alors, je tiens à bien préciser, parce que le blaireau a déjà mauvaise presse, le blaireau, c'est le prédateur naturel du hérisson. Donc, lui, il n'impacte pas sa survie, sa population. C'est vraiment pas, voilà, c'est une prédation naturelle qui fait partie de son cycle de vie. Donc, il n'y a pas de souci avec le blaireau. Tout ça pour vous dire qu'on est bien content déjà d'avoir ce résultat-là, parce que nous, on voit que effectivement, dans les zones urbaines, les tunnels qui sont posés dans les zones urbaines détectent beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent du hérisson que les tunnels qui sont posés dans les zones agricoles ou forestières. Et ça correspond exactement à ce qu'on sait déjà sur le hérisson. Donc, ça nous conforte dans l'idée que l'enquête, elle fonctionne déjà. Elle ne nous fait pas ressortir des résultats totalement aberrants. Mais voilà, on a besoin de plus de temps, de plus de données, de plus de participants investis sur le long terme pour pouvoir continuer ce protocole. Et les quelques dernières questions qu'on a eues et que j'ai pas réussi à classer forcément quelque part, donc je les ai mises là. Une question qui était je n'ai récolté que des traces de chats, alors que j'ai déjà observé des hérissons dans mon jardin, parfois même avec les jeunes. Y a-t-il une période préférable pour poser ce tunnel à empreinte, sachant que je ne l'avais pas en août? Bon, ça c'est voilà, que je l'avais posé en août. En gros, effectivement, on peut se dire que c'est un petit peu étrange des fois, parce qu'on voit on sait qu'on a du hérisson, mais il passe pas dans le tunnel. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on dit de poser le tunnel plusieurs fois. C'est ça qui est important, c'est que plus vous le poserez, alors il ne faut pas le poser non plus tout le temps, mais plus vous le poserez, et plus vous avez de chances de détecter du hérisson à un moment. Donc il faut vraiment essayer de le poser 4 fois par an pendant plusieurs années, et on est à peu près sûr que s'il y a du hérisson dans le quartier, il viendra fréquenter le tunnel. Par contre, et je m'aperçois que je n'ai pas répondu à cette question et qu'elle avait été posée, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé pourquoi on ne met pas un tunnel tout le temps? Pourquoi on se dit on le met 5 nuits, puis on l'enlève au moins 6 semaines, et puis après on le remet, enfin, pourquoi on ne fait pas ça tout le temps? Et donc, cette histoire de 5 nuits, 6 semaines de pause, au moins, et 5 nuits, c'est pour essayer de trouver un bon compromis entre poser le tunnel assez longtemps, donc 5 nuits, pour être sûr de détecter du hérisson s'il y en a, et ne pas habituer le hérisson à venir tout le temps artificiellement, ne pas l'attirer artificiellement tout le temps avec des croquettes, ce que je vous disais tout à l'heure, pour ne pas biaiser l'enquête et donc du coup ne pas poser ce dispositif en continu tout le long de l'année. Là, ça créerait vraiment un biais, en gros une attraction artificielle du hérisson sur l'endroit, enfin sur le lieu. Donc c'est un bon compromis. On estime que 5 nuits de suite, c'est assez long pour que s'il y a du hérisson, il soit détecté, et ne pas poser le tunnel pendant au moins 6 semaines, ça fait que le hérisson retourne à sa vie de hérisson, retourne faire sa vie, chercher de la nourriture ailleurs, et ne reste pas sur site parce qu'il y a de la nourriture. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Des fois, c'est pas évident. Et l'enquête sera-t-elle reconduite? Oui, elle s'arrête jamais, donc elle est reconduite tout le temps, toute l'année, tout le temps, pendant des années. Donc, participez tout le temps. Les autres petites questions rigolotes qu'on a eues, c'est que des fois, effectivement, il y a des animaux qui passent dans le tunnel, qui mangent les croquettes et qui ne laissent pas de traces. Ça arrive fréquemment, ça arrive de temps en temps. Alors, les gens nous demandent si c'est du hérisson.
Le hérisson, c'est hyper pâteau comme animal, ça fait pas trop de bonds ou de choses comme ça. Donc le hérisson, lui, il va laisser des traces. Globalement, même, il laisse beaucoup de traces. Des fois, il laisse des traînées, des fois, alors on a des participants qui ont des photos qui sont vraiment très très moches, parce que le hérisson, on dirait qu'il s'est roulé dans l'encre, on sait pas trop. Donc généralement, quand les croquettes disparaissent mais qu'il n'y a pas de traces, c'est plus des micro-mammifères. Donc souris, j'allais dire gerbille, au secours, non, mulot, campagnol, musaraigne, c'est vraiment ces petits animaux-là qui font plein de bonds souvent et qui arrivent à éviter des fois l'encre. Donc voilà. Et la dernière question, on y a déjà répondu, qui était comment distinguer les empreintes pour savoir si on a plusieurs individus. On ne peut pas et on ne le veut pas. Donc voilà. Je termine sur, on peut finir les questions et puis je vous ferai un tout petit topo sur comment on peut aider le hérisson chez soi, vraiment très rapide. Et puis après, c'est tout. Laurette? Alors oui, alors j'ai 2 questions par rapport aux données et après c'est des questions un peu plus diverses. Ok, alors on va déjà faire les questions par rapport aux données, on va faire le truc d'après et puis on verra si on a le temps d'aborder des questions un peu plus diverses. Alors, une question assez intéressante. Les données autres que les hérissons enregistrées sur le site, est-ce qu'on les utilise? Alors, c'est une bonne question. Quand on a monté le protocole, on se l'est posé en se disant, est-ce qu'on se cantonne aux hérissons ou est-ce qu'on demande aussi aux participants d'enregistrer les autres espèces? On s'est dit que ce serait dommage de passer à côté d'informations sur les autres espèces. Donc, on vous demande aussi de les saisir. À l'heure actuelle, on ne se focalise pas dessus pour les analyses, parce que c'est pas le but de l'enquête. C'est pas forcément aussi le meilleur moyen de détecter certaines espèces. J'en ai par exemple de la belette ou des espèces comme ça. C'est pas forcément le meilleur appât, c'est pas forcément le meilleur dispositif. Mais on s'est dit, quitte à poser un tunnel et lancer une enquête comme ça, autant ne pas s'affranchir des autres espèces, donc on les signale. Et c'est jamais des données perdues, c'est toujours des données super intéressantes, mais qui sont pas analysées pour l'instant. Alors je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait pas trop, on va voir un petit peu comment on va analyser ces données. Je pense qu'il y aura, alors au moins pour les chats, parce qu'il y a des empreintes de chats, on va voir si on trouve une corrélation quelconque avec la présence de chats qui viennent manger les croquettes du hérisson. Enfin, on ne sait pas trop ça, on va réfléchir quand on verra les données. Mais toutes les autres espèces nous intéressent dans tous les cas et franchement, je sais qu'il y a beaucoup de participants, ça les intéresse aussi d'aller savoir ce que c'est ces espèces-là. Alors, il n'y en a pas beaucoup d'espèces super exotiques, super originales qui passent dans le tunnel. On peut effectivement, actuellement il y a du crapaud, il y a du rat, il y a du loir, on n'a toujours pas d'empreinte d'écureuil. On sait que ça passe, mais on n'en a pas. Mais voilà, typiquement les écureuils, c'est des espèces qu'on a dans la liste. Le meilleur appât pour attirer un écureuil, c'est pas une croquette pour chat, quoi. Donc c'est difficile d'analyser ce genre de données, mais c'est toujours intéressant de l'avoir en tout cas. Et ensuite, j'ai une question par rapport justement aux données. Est-ce que c'est seulement les données enregistrées sur le site Mission Hérisson ou est-ce qu'après elles sont partagées avec Faune France qui partage un peu aussi ce genre de données sur les espèces? Elles ne seront pas partagées avec Faune, partagées. Faune France, c'est un collègue à moi qui gère ça dans le bureau à côté. Donc elles seront partagées on pourra les voir et voilà. Mais par contre, on ne les mettra pas sur Faune France parce qu'en termes de format de données, alors là, on rentre dans un truc un petit peu plus compliqué, mais en termes de format de données, elles ne peuvent pas être enregistrées sur ce site, ou plus difficilement, puis c'est pas forcément le but. Par contre, je pense que quand mes collègues vont analyser les données, il y aura certainement des recoupements qui seront faits avec d'autres sources de données, dont peut-être Faune France, comme je vous disais tout à l'heure, qui rassemble plein de données opportunistes de présence de hérissons, de collisions routières de hérissons. Donc, il y aura tout un travail de comparaison, peut-être d'amélioration de notre jeu de données en y intégrant des données de Faune France ou des données d'ailleurs. Ça, on le verra quand vraiment mes collègues se pencheront dans les données. Pour l'instant, vu qu'on n'a que 6 mois, enfin un petit peu plus 9 mois de temps, d'arriéré de données, pour l'instant, on n'est pas allé chercher aussi loin. Mais oui, on pourra les partager virtuellement, on va dire. Ensuite, j'ai des questions un peu plus diverses. Sur l'enquête ou sur le hérisson?
c'est sur le hérisson, on va attendre. Si c'est sur l'enquête, on les prend. Alors, j'ai une question sur l'enquête. Vas-y. Si par exemple, dans un périmètre proche, il y a plusieurs maisons qui participent à l'enquête et qui est à moins d'1 kilomètre, est-ce que ça pose problème? Non, ça pose pas. On va pas empêcher les gens de poser des tunnels s'ils ont envie de les poser. Si 3 voisins ont envie de poser des tunnels, bien sûr, on va pas les empêcher. Puis on peut pas contrôler de toute manière qui pose des tunnels à côté de chez nous. Donc on a pris le parti de laisser les gens poser les tunnels où ils veulent. Et puis nous, quand on analysera les données, on verra si effectivement on a un quartier où on a 12 tunnels, on gardera que le meilleur peut-être. Mais encore, c'est pas sûr. Bon, si on a 12 tunnels dans le même quartier, c'est qu'il y a eu une grosse com et que les gens ont été hyper motivés. Alors moi, je dirais c'est génial, hein, c'est autant de personnes sensibilisées au hérisson, à plein de choses. Mais normalement, voilà, nous, on va garder que certaines données, j'ai envie de dire, enfin que certains tunnels. Donc si vous pouvez éviter de poser un tunnel chez vous et un tunnel juste de l'autre côté de votre clôture, c'est bien parce que ça sert à rien. Par contre, si vous avez un tunnel, 3 maisons à côté qui pose un voisin, 3 maisons à côté qui pose un tunnel, et qu'il le pose. Si ça se trouve, vous déménagerez dans 1 an et vous pourrez plus suivre ce lieu, mais votre voisin, lui, il va rester là pendant 10 ans et lui, il pourra suivre le même lieu pendant 10 ans. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a à l'esprit, mais on peut pas contrôler qui pose un tunnel où, donc on incite les gens à participer. Alors pour l'instant, on a 1000 participants sur l'ensemble de la France, donc globalement, ça va quand même. Ça le fait en termes de localisation, ils sont pas tous au même endroit. Et enfin, j'ai une question d'un organisme, donc le Muséum d'Aix. Je voulais utiliser le protocole pour faire un inventaire hérisson sur la commune dans le cadre d'un atlas biodiversité communale. Dois-je le signaler à la LPO que je veux le mener à une grande envergure? Aller inciter les citoyens à y participer, etc. Oui, alors si c'est un atlas communal, c'est ça? C'est ça Oui, que oui, ouais. oui. Ouais, la seule contrainte, mais si vous voulez, vous me contactez par mail, on en parle. La seule contrainte, justement, c'est qu'à l'échelle des communes, poser 25 tunnels sur une commune, ça n'a pas forcément d'intérêt parce qu'à moins que ce soit une commune très, 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 très étalée. Mais dans ce cas-là, effectivement, il y aura plusieurs tunnels dans un périmètre d'1 kilomètre. Et derrière, nous, on n'en fera pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est le meilleur outil pour faire un inventaire. Je pense qu'il y a d'autres outils beaucoup plus simples et beaucoup moins contraignant pour faire un inventaire hérisson. Mais si vous voulez, on en reparle. Il y a mon contact à la fin et vous n'hésitez pas à me contacter et on se prendra un petit temps pour échanger par téléphone. Voilà. Et ensuite, ce sera plus des questions sur le hérisson. Écoutez, on peut, donc je vous fais juste un petit topo là, j'arrêterai l'enregistrement et puis on pourra en discuter un peu après si vous voulez. En gros, juste quelques idées pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le hérisson. Des idées très simples à mettre en place chez soi. Si on trouve un hérisson, vous savez qu'on a beaucoup de personnes qui veulent nous poser des questions sur le hérisson, sur qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est pas l'idée ici, mais voilà. Comment l'aider? La première chose à faire, alors ça paraît très bateau, très bête, mais la première cause de mortalité du hérisson et de disparition, et de beaucoup d'autres espèces, c'est la fragmentation de son habitat, c'est la pollution de son habitat, c'est la disparition de sa ressource alimentaire. Donc l'idée pour tout ça, c'est d'essayer de consommer un petit peu mieux, de consommer si c'est possible un peu plus bio, un peu plus local, pour essayer de limiter tous ces facteurs de pollution de l'environnement et protéger le hérisson, et pas que le hérisson. Justement, en protégeant le hérisson, on protège énormément d'autres espèces. C'est essayer chez vous de réserver un coin de nature pour le développement des insectes et la circulation des hérissons. Les hérissons mangent principalement des insectes. Donc, s'il n'y a rien pour que ces insectes se développent chez vous, il y aura beaucoup moins de chances d'avoir du hérisson. Et en plus, quand il reste des espèces de zones un peu naturelles, c'est là que vont circuler préférentiellement les animaux, notamment les hérissons. Donc, essayez de laisser des petits coins comme ça de nature chez vous. Bon, bannir les produits chimiques, ça paraît assez logique. Ça tue les proies du hérisson et ça empoisonne le hérisson par la même occasion, qui mange des proies empoisonnées.
C'est essayer d'aménager ces dates d'entretien au jardin. Alors en ce moment, on entend beaucoup parler d'éviter de tailler les haies pour protéger les oiseaux et leur nid. C'est un peu pareil pour le hérisson, il faut faire attention à ce qu'on fait, notamment quand on tond et qu'on débroussaille, d'éviter d'aller abîmer un hérisson. Notamment lors des premières tailles de printemps, les premières tontes de printemps. Il faut vraiment faire attention quand on arrive dans les fourrés, dans les bords, de vraiment aller voir qu'il n'y ait pas un animal qui soit caché en train de dormir dans la journée là, à ces endroits-là. Il faut faciliter ses déplacements. Alors ça, c'est super important. Les Anglais, ils font des autoroutes à hérissons, ils appellent ça. C'est vraiment l'idée, c'est de créer des passages entre les jardins, dans vos clôtures pour favoriser le passage du hérisson. Le domaine vital du hérisson, c'est plusieurs hectares. Il parcourt plusieurs kilomètres par nuit et donc il faut qu'il puisse circuler. Donc un petit passage, il n'y a pas besoin que ce soit une fenêtre ou une porte. 12 par 12, ça passe. Si vous avez du grillage, vous soulevez un petit peu le grillage. Il passe sous les portails. Si les portails sont pas exactement jointifs avec le sol, vous pouvez créer un petit passage sympa si vous avez je dirais une balustrade, pas du tout. Une séparation en bois avec vos voisins, vous pouvez faire un petit passage rigolo. Donc voilà, c'est vraiment faciliter la circulation de ces animaux. Faire un tas de compost et un tas de bois. Le tas de compost à l'air libre, c'est là qu'il va y trouver de quoi manger parce que ça attire plein d'insectes. Et le tas de bois et de végétaux, globalement, il va y trouver de quoi s'abriter, de quoi gîter. Faire attention sur les routes. Malheureusement, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a pas de solution miracle pour les routes. Il y a beaucoup de collisions routières. C'est l'un des premiers animaux qu'on a en collision routière sur les bases de données qu'on suit. Il faut vraiment faire attention. Alors, il y a des dispositifs qui existent, il y a des passages sous les routes, sur les routes, il y a plein de choses. Globalement, c'est très cher à mettre en place. Et c'est pas pour le hérisson que les aménageurs vont mettre ça en place. Donc, le plus important, c'est nous, les citoyens, c'est essayer de faire attention sur la route. Mettre à disposition des points d'eau, alors ça c'est super important, et pas que pour le hérisson, hein, ça profite aux oiseaux, aux insectes, aux hérissons, à tout ce qui peut fréquenter le jardin, particulièrement l'été et l'hiver aussi, quand tout est gelé et qu'ils trouvent nulle part où aller s'abreuver. Alors, les 2 et 3 dernières choses, donc déjà, surtout, et ça je ne l'ai pas rajouté, ne pas donner de lait et de pain à du hérisson, jamais, absolument. Jamais. Vous m'excuserez, ça va pas être très glamour s'il y en a qui mangent, mais le mélange, enfin le pain et le lait, surtout le lait, crée des diarrhées chez le hérisson, des diarrhées qui peuvent être assez conséquentes et qui peuvent tuer carrément les animaux. Donc ils adorent ça, mais il faut pas leur en donner. Pas de pain, pas de lait, enfin pas de pain dans du lait et pas de lait tout court. Quand on croise un hérisson, il n'y a pas forcément besoin d'intervenir. Alors ça, il y a beaucoup de questions là-dessus. On n'intervient pas forcément quand on croise un hérisson. Le hérisson, il peut aller très bien. Quand on croise un hérisson qui semble aller mal, le mieux qu'on fait, c'est qu'on l'observe. Et puis si effectivement on se pose des questions, on appelle un organisme compétent qui nous donnera des réponses. Un hérisson en plein jour, c'est pas forcément un hérisson qui va pas bien, c'est peut-être juste un hérisson qui a été dérangé et qui va ailleurs. Si le hérisson il est mobile, alerte, qu'il se met en boule ou qu'il est super dynamique, on va le laisser faire son chemin, le surveiller, mais on va pas forcément l'attraper et le donner à un centre de soins ou quelque chose. Il peut aller très bien, donc c'est vraiment réfléchir avant d'intervenir. Et la dernière chose pour aider le hérisson, c'est de devenir un enquêteur hérisson. Voilà, vous savez comment faire maintenant, donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas.